Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut Anthony, merci de me rejoindre sur Club Deal. Anthony Bourbon, tu es connu comme le loup blanc dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu es connu aussi pour ton côté très axé immobilier et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tu as fondé FID en 2016, si je dis pas de bêtises. Tu es ce qu'on appelle entrepreneur hors norme, soif de revanche. Peut-être on en reviendra, mais tu as eu une enfance qui n'était pas si facile. Tu as fait des études de droit, tu as été salarié en CDI, tu as fait de l'immobilier à l'heure perdue et tu t'es lancé vraiment dans cette carrière immobilier. Puis FID, justement, avec le succès qu'on connaît, je pense que tout le monde a pu acheter ses repas le midi lorsqu'il n'avait pas le temps. Écoute, Anthony, je te propose tu te présentes tout simplement sur toi, ta personnalité, et les questions elles vont venir toutes seules. J'en suis sûr, j'ai plein de trucs à te poser. Super, avec plaisir. Merci de me recevoir, Loïc. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans. Ou 33, je sais jamais. Putain, j'ai 32, 33. Moi aussi, je sais pas, j'ai 32 et des fois, quand on me pose la question, je sais pas, bientôt l'âge du Christ, mais bon. Je suis de 88, donc ouais, c'est ça, ouais, 32. Ouais, pareil, 32 pour l'instant. 33. Et du coup, j'ai fait une entreprise qui s'appelle FID, qui est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Comme tu l'as très bien expliqué, on a commencé par les repas complets, donc dans des formats pratiques, les bars, les bouteilles, les shakers en poudre. Et très vite, on a fait d'autres solutions de nutrition comme le petit déjeuner, le snacking, les barres de protéines pour les moments de sport. Bref, qu'on puisse vous apporter une solution pour toutes les occasions. Et c'est vrai qu'on est connu pour essayer de porter un message qui va plus loin que la simple nutrition. On essaie de rappeler à tous les jeunes que tout est possible, quelle que soit leur origine, leur milieu, les erreurs qu'ils ont pu faire dans leur vie. Et on a vraiment à cœur de les pousser, de les motiver en créant et en générant quasiment une révolution sociétale en disant à tous, ne faites pas de misérabilisme, ne faites pas de victimisation. Oui, ça va être plus dur pour vous si vous venez d'en bas, que vous êtes immigré, que vous êtes handicapé, que vous n'avez pas fait les bonnes écoles. Mais malgré tout, vous pouvez vous en sortir. Et c'est ce message d'espoir qu'on véhicule au quotidien avec. Ok. Et du coup, c'est une part de ton histoire, j'imagine. Tu avais une revanche à prendre. Ouais, c'est évidemment une prolongation, un prolongement plutôt hyper naturel de mon histoire perso. À l'âge de 16 ans, j'étais à la rue. J'avais un père violent, une mère dépressive, donc le duo gagnant, le combo parfait. Et du coup, j'ai très vite été livré à moi-même. Et évidemment, ça a été très dur sur le moment. Là, j'en parle avec beaucoup de légèreté, mais c'est parce qu'il faut être apaisé dans la vie. Il faut pas avoir de haine qui te consume. Il faut utiliser la haine ou l'énergie de manière positive, en étant constructif, en essayant de te former, d'apprendre. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Donc, malgré ces épreuves qui ont été très compliquées, j'ai appris beaucoup, j'ai échoué énormément, mais c'est aussi ce qui me permet d'être un peu en avance par rapport aux autres jeunes de mon âge, parce que j'ai tellement souffert, vécu de choses différentes que j'ai appris très vite. Donc, utilisez votre histoire et surtout vos difficultés pour devenir de meilleures versions de vous-même. Donc ouais, histoire galère, difficile, mais aujourd'hui, ça nous donne un maximum d'authenticité, ça nous donne une histoire qui est différente, et je suis persuadé que la différence, c'est la clé pour les jeunes. Il faut essayer de pas rentrer dans les cases. Faut pas attendre et devenir ce qu'on a envie que vous deveniez. Il faut être ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez devenir un expert d'immobilier, puis après devenir un expert des marchés financiers, puis après un expert de l'entrepreneuriat. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir au quotidien. Ok. Et toi, à 16 ans, qu'est-ce qui te faisait plaisir? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? À 16 ans, j'avais pas encore cette vision. J'étais vraiment dans le day-to-day business. Donc, j'essayais de m'en sortir pour gagner de l'argent. Et j'avais pas ces notions encore de plaisir qui étaient assez lointaines. J'étais plus dans la survie que dans la vie.
c'est petit à petit que j'ai compris qu'il fallait pas que je perde d'un flux nerveux et d'énergie avec des choses qui avaient pas trop d'intérêt. C'est en rencontrant une fille, et je parle souvent de cette anecdote parce qu'elle est drôle, qui s'appelle Mélanie et qui bosse toujours chez Feed, qui m'a envoyé en fait un regard bienveillant pour la première fois et qui m'a dit « Moi, je crois en toi, arrête de faire toutes tes conneries et concentre-toi sur quelque chose d'intéressant et de sain. » Et c'est là que tout a changé parce que du coup, j'étais plus seul à croire dans mon parcours. Il y avait quelqu'un qui avait misé un peu sur moi. Et là, du coup, j'ai commencé à construire réellement. Et du coup, un peu comme tous ceux qui ont envie de faire de l'argent, j'ai regardé les différentes possibilités. Moi, j'avais pas de famille, j'avais rien, donc je savais que l'héritage, j'en aurais pas avant, enfin, j'en aurais même jamais. Ouais, j'en aurais jamais. Et donc, du coup, j'ai regardé l'immobilier, j'ai regardé les marchés financiers, j'ai regardé l'entrepreneuriat et j'ai essayé plein de choses différentes. Et je me suis dit que il y a des secteurs comme l'immobilier qui pouvaient être très intéressants sur le long terme, un peu en fil rouge, quand d'autres pouvaient me générer du cash très vite. Et donc, j'ai essayé de mixer un petit peu tous ces trucs que j'ai observés à la base sur des podcasts où je lisais des bouquins, enfin, parce que j'avais pas de formation, on va dire, à proprement parler. Je faisais un master 2, j'ai un bac scientifique et un master 2 en droit des affaires et droit privé. Mais en vrai, enfin, le droit, c'est une cata. Je pense que c'est le pire cursus à faire. Moi, je trouvais ça stylé parce que au début, je voulais me chauffer pour être avocat. Je trouvais ça marrant, mais en fait, c'était horrible. T'apprends des trucs par cœur toute la journée. C'est vraiment rentrer dans des cases, là, justement. Et l'immobilier. C'est vrai que tu fais pas très avocat comme ça. Ouais, je colle pas à l'image qu'on se fait, tu sais, du mec qui est un vrai juriste derrière. J'ai eu le malheur de faire un stage dans un truc de juriste. Honnêtement, j'ai cru que j'allais me suicider, mais vraiment, quoi. J'ai vraiment réfléchi à comment je pouvais me tuer, quoi. Qu'est-ce que je fous là, tu vois. Mais qu'est-ce que je fous là, les gens, mais ils étaient trop tristes, ils avaient des vies atroces. Ils faisaient rien de leur journée à part lire des textes, ils s'engueulaient sur où est-ce qu'il fallait mettre la virgule avant ou après synalagmatique, ouais. Enfin, tu vois, des trucs incroyables. Et vraiment, c'était atroce, mais c'est super. Et heureusement que j'ai vécu ces trucs-là parce que sans ces expériences douloureuses, tu peux pas savoir ce qui te plaît. Donc, faut pas avoir peur de tester des trucs différents. Et c'est à ça que servent les stages, les premières embauches et tout. Si tu fais des trucs qui te plaisent pas, ben au moins c'est hyper enrichissant parce que tu sais qu'il faut plus le faire. Donc non, je partage totalement le truc. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, avant de me lancer, tu sais, j'ai dû faire des tafs pas faciles, tu vois, leur distribuer des journaux à 4 heures du matin, pareil 18, 19, 20, où tu vois, tu croises des camés et tout, tu vois. Mais ça, j'ai compris que c'est ce que je voulais pas faire, quoi. Je voulais pas le faire et je l'ai pas fait longtemps d'ailleurs, mais je voulais pas le faire et du coup effectivement, mais tu vois, tu t'en souviens même des dizaines d'années après et tu te dis tu vois, ça je sais que c'était pas top, mais maintenant ce que je fais c'est mieux et puis ça me permet de me dépasser tous les jours et d'essayer de faire grossir une boîte, de lancer d'autres business, etc., quoi. Super important de se connaître. Je pense que c'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup trop sur les réseaux sociaux et qui vivent à travers les autres. Et du coup, ils ne font pas leur propre passion. Ils ne réalisent pas ce qui les anime. Et je pense qu'il faut sortir dehors. Il faut aller voir ce qui se passe dans le monde, dans différents pays, différentes villes, tester plein de choses différentes. Et à un moment, vous allez avoir un coup de cœur et ça va devenir une sorte d'évidence. Et c'est là où vous serez bon, en fait, parce que tu ne peux être bon que quand tu prends du plaisir et que du coup, ton travail n'en est pas vraiment un. Je suis sûr que le soir, quand tu rentres, toi, ça t'arrive de bosser le week-end, machin. Tu continues clairement, en fait, ouais, ton cerveau, il s'arrête jamais, ou à part quand tu dors vraiment profondément, mais sinon, tu te lèves feed, tu te couches feed, tu rêves feed, je me lève immobilier, et je me couche investissement locatif et tu vois dans la nuit je rêve de marchand de biens, tu vois, enfin j'en sais rien, mais c'est important d'être animé par quelque chose et puis c'est dommage que moi j'ai l'image et effectivement derrière je vois un truc, tu vois, des valeurs feed, résilience. Ah, il y en a d'autres. Ambition, détermination, résilience, passion et conviction. C'est vrai qu'on essaie vraiment d'avoir ces valeurs qui sont importantes pour nous et aussi pour les consommateurs qui nous suivent. C'est-à-dire que tu peux tout réussir avec ces valeurs-là, tu vois, l'ambition, la résilience, la passion. Et c'est une sorte de recette qui marche super bien et quand on recrute des gens, on essaie d'être sûr qu'ils ont ces valeurs, qu'ils les partagent parce que je dis pas que c'est les meilleures du monde, mais en tout cas, c'est celles qui chez Feed, nous font avancer et c'est ce qu'on essaie d'avoir
il faut pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc vraiment quelqu'un qu'on recrute, s'il a pas ses valeurs, ou même nos partenaires et tout, on perd pas de temps. Et c'est ça qui nous permet de prendre du plaisir chaque matin quand on se lève. Ouais. Et du coup, pour la partie immobilier, donc comment, parce que là t'es vraiment, tu sais, c'est un peu le stéréotype. Je suis parti de rien, j'ai réussi à me faire un empire. Tu sais, le truc, on se dit, mais non, c'est pas possible en réalité. Mais comment t'as pu te lancer à partir de pas grand chose, quoi? Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Quelle que soit encore une fois votre origine ou votre situation, aussi dramatique qu'elle puisse paraître, c'est pas perdu. Ça, c'est super important de commencer comme ça, parce que les gens qui nous écoutent, souvent, ils ont pas le profil type des gens qui ont réussi. Ils ont pas des parents aisés, ils ont pas fait des grandes écoles, ils ont pas un truc tout tracé devant eux. Mais c'est pas grave. Il faut travailler dur, rester optimiste. Je pense vraiment que c'est super important d'être optimiste et de réussir à déclencher une émotion chez les gens. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que j'ai réussi à faire le pont entre différents milieux sociaux. C'est-à-dire que j'utilisais des amis riches comme j'utilisais des amis pauvres. Et quand je dis utiliser, c'est pas dans le sens pragmatique comme des pions. C'est que je servais de leur force pour leur apporter ce dont ils avaient envie. Typiquement, quand on faisait des club deals en immobilier, j'allais chercher à la fois des jeunes qui venaient du même milieu que moi et qui étaient prêts à faire des travaux soirée week-end gratuitement, en gros, avec qui on allait bosser pour faire avancer les travaux. Et de l'autre côté, j'allais chercher des héritiers qui, eux, ne voulaient rien toucher, rien touché, pas un clou, rien. Mais par contre, qui avaient des capacités de levier intéressantes, parce que évidemment leurs parents avaient des gros comptes bancaires et donc les banques ouvraient les vannes dès qu'on mettait leur nom dans un dossier. Et en fait, chacun gagnait à sa manière. C'est-à-dire que les pauvres, ils étaient très contents, on était très contents parce qu'on pouvait avoir des parts dans une SCI qu'on n'aurait jamais pu leverager sans les riches. Les riches, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient continuer à prendre de la drogue et à faire des soirées tranquillement pendant que nous, on bossait. Et du coup, tout le monde était content et c'est ça qui était top. Et on arrivait à faire des dossiers qui étaient vraiment intéressants. Moi, j'ai commencé très tôt. Dès que j'avais 18-19 ans, j'essayais de créer des dossiers de financement en allant voir des banques et leur disant, moi, j'ai compris que j'étais très jeune et plus je commençais jeune, plus j'avais des années de remboursement disponibles pour vous. Donc, vous avez tout intérêt à le faire. Une fois sur deux, on bidonnait nos feuilles, évidemment, de revenus, mais ça, je pense que c'est le classique. Et on arrivait à faire des dossiers qui étaient cool parce qu'ils avaient du rendement, parce qu'on faisait quelque chose de gros. Moi, depuis tout petit, je veux faire un truc gros. Donc, en fait, les gens qui commencent en achetant un appart, je pense pas que ce soit la bonne solution parce que du coup, ça va être très dur d'avoir un cash flow positif ou neutre, parce que un appartement, si tu l'achètes et qu'il y a que cet appart qui va t'emmener de l'income ou du cash-in, ça va être compliqué d'égaliser ton cash flow. Alors que nous, ce qu'on essayait de faire, c'était plutôt d'acheter un étage ou d'acheter un immeuble, de le découper, de le surélever. On essayait toujours de chercher du gain de mètres carrés. Et plus on arrivait à faire des mètres carrés, parfois on découpait, même si on pouvait pas en rajouter, on découpait. Mais on essayait toujours de transformer en un maximum de petits apparts pour que ça fasse une addition de loyer qui, in fine, te permette, en apportant un peu d'apport, parce qu'on a jamais trouvé un plan où tu avais rien à mettre. Donc, en général, on mettait 20-25%. Ah, quand même. Tu mettais pas mal d'apport. On mettait pas mal d'apport. Mais par contre, on trouvait vraiment des biens défoncés. C'est-à-dire qu'on cherchait des trucs dégueulasses. On cherchait des trucs que les autres voulaient pas. Et notre sweet spot, c'était de chercher entre 500 000 et 1 million d'euros, parce que c'était trop petit pour les promoteurs et trop gros pour les privés. Ouais, c'est ça. En tout cas, à l'époque, quand on a commencé. Et c'était parfait parce que du coup, il y avait une sorte de zone grise. Et nous, on arrivait à se positionner rapidement. On avait parfois le courage de faire des offres sans caution suspensive. Ouais. On est chaud, on met tout. On faisait les mecs très sûrs de nous. On louait des voitures. On arrivait avec des grosses voitures qui étaient pas à nous. On disait, allez, nous, on n'a pas besoin de clause suspensive, on s'en fout. Alors qu'en fait, on était comme ça le temps que la banque nous donne les accords. Et du coup, on en a fait 1, puis 2, puis 3. Et je préférais mettre un peu de temps entre chaque opération, mais toujours avoir un cash flow positif et pouvoir ramener 15, 20, 25% d'apport, de manière à ce que ça tourne tout seul. Idéalement, nous, ce qu'on aimait bien, c'était avoir 10% de marge à la fin de l'année, même pas 10%, mais en gros 10K plutôt, 10 000 euros, entre 5 et 10 000 euros de cash positif, de manière à refaire les chaudières. Réinjecter dans la... Il y a toujours de la merde, tu vois, qui se passe. Dans l'entretien, ouais. Un mec qui te paye pas, enfin bref, il y a toujours un truc. Et on réinjectait, et on savait que normalement, si on avait bien fait le taf, on n'avait pas besoin de remettre de blé. Et ça, c'était cool parce que une fois que j'avais fait un immeuble, moi, je l'oubliais, en fait.
Ouais, t'occultes le truc complètement, tu passes au suivant, quoi. Je passe au suivant, et dans le deal, on avait une personne qui était là pour s'occuper, qui est toujours là pour s'occuper des trucs, quoi, comme une agence immobilière s'occuperait de récupérer le loyer, trouver les locataires, etc., etc. Donc moi, en fait, j'oublie tout ce que j'ai et je le vois vraiment l'immobilier comme un truc ultra long terme, en mode je verrai ça dans 20 ans. Entre-temps, j'en ai vendu quelques-uns. Là, il m'en reste quoi? Il me reste 5, 6 immeubles, un truc comme ça, donc j'ai quand même pas mal vendu. Mais quand j'ai commencé, voilà, j'avais cette vision de ça va être un fil rouge, et si jamais j'échoue tout dans ma vie, bah, j'aurai au moins quelques biens pour vivre dedans ou m'assurer un peu de thunes, quoi. Donc je l'ai vraiment vu en mode long terme, et parfois on a fait des super coups, mais de manière opportuniste, truc achat-revente en mode marchand de biens, où on a fait un peu de cash et ça nous permettait de réinjecter dans d'autres sujets. Ok. En général, on se souvient toujours du premier, comme de la première, mais tu vois, ton premier investissement ou tu vois, ton premier achat immobilier, si tu devais le décrire, c'était quoi? Ouais, c'est marrant, on en a déclenché. J'ai longtemps regardé et je suis rentré dedans d'un coup. En fait, je pense que c'est super important de maîtriser le sujet. Et quoi que tu fasses dans la vie, faut être bon. C'est-à-dire que je vois trop de gens qui débarquent et qui s'inventent une vie du jour au lendemain en disant je vais faire de l'immobilier, ils achètent le premier truc venu. Je pense que c'est important de te former, d'écouter des podcasts comme le tien, lire des bouquins, parler avec des gens qui l'ont déjà fait. Et donc pendant plusieurs mois, je me suis renseigné, j'ai appris tous les termes, machin, que j'ai d'ailleurs oublié depuis, mais tu vois, j'étais vraiment dedans. Et à un moment, quand j'ai eu les bons coups, j'ai été capable de déclencher vite. Et j'avais fait un truc à Bordeaux et un autre truc à Montreuil. Et celui de Montreuil, il était intéressant parce que c'était un projet comme on aimait bien faire. C'était un immeuble vraiment, tu l'aurais pas rue de Barbès, un truc pas super bien coté, mais on l'avait acheté 3000 le mètre. Aujourd'hui, ça vaut 6000, tu vois. Et on a fait je crois que t'es gentil, là. Hein. Ouais, et encore, je suis gentil, je pense, parce que ça fait longtemps que je peux regarder. T'as raison. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas mis le nez dedans, parce que je pense que les 6000, ça fait un petit moment que c'est dépassé, hein. Ouais, mais tu vois, c'est encore mieux, donc tant mieux. Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce que moi, j'avais regardé ça, j'avais fait le point avec les mecs, c'était il y a 2-3 ans. Et depuis, il y a eu le Grand Paris, truc qui a sûrement avancé. Donc, je pense qu'on doit peut-être à 8, 9, peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, si c'est très bien placé, en super état, etc. Ouais, peut-être un bon 7, quoi, un bon 7000, quoi. Bon, écoute, tant mieux. Et tu vois, c'est la preuve en achetant bien, et je dis souvent d'ailleurs que ce soit en trading ou en immobilier ou n'importe quoi, bien vendre, c'est avant tout bien acheter. Et en fait, c'est ça. Si t'as bien acheté, bon, t'es à peu près sûr de bien vendre. Si t'as acheté super haut, bon, ça va être très dur de bien vendre. Donc, nous, on essayait toujours de bien acheter. Et un autre truc que j'aime bien dire, c'est que ne pas trader ou ne pas acheter, c'est aussi acheter. Parce que tu vois, quand tu trades pas, par exemple, en bourse, tu trades quelque part. C'est juste, tu trades en étant passif. Ouais. C'est un choix. Tu vois, le fait de ne pas trader est un choix. C'est ça que je veux dire. Et pareil, dans l'immobilier, je préfère parfois ne pas acheter et attendre un moment que je considère meilleur que ce soit pour des raisons macro ou perso. Mais du coup, celui de Montreuil était cool. On l'avait fait avec des potes. On avait tout fait rénover. On avait fait surélever. On avait fait un truc très sympa. Ah oui, d'accord. Toi, t'es premier investissement. Tu pars sur un immeuble. Alors effectivement, vous étiez peut-être plusieurs. Vous étiez quoi, 3, 4? Ouais, on était sur celui-là. Je crois qu'on était 5, 6. On était 5, 6 sur une SCI. Donc, t'avais d'un côté un peu les financiers. Il y avait en général, il y a un peu le chasseur, celui qui trouve l'opportunité, celui qui finance, et ceux qui gèrent un peu les travaux et potentiellement la mise en location et la gestion, quoi. Voilà. Et la balade. En fait, t'as créé ImmoCities, un petit ImmoCities, quoi. T'avais tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. T'avais un qui était un peu profil archi ou pas? Archi, non, mais on avait un pote qui était archi, donc on le payait en cash. Il nous avait fait un truc propre, vite fait, bien fait pour le PLU et tout, je me souviens là. Mais ouais, on avait des profils différents et chacun était savait ce qu'il avait à faire. Donc, si tu veux, c'était efficace et c'est ce que j'essayais de faire dans le business. J'essayais toujours d'être très transparent et de dire voilà, toi tu vas faire ça, moi je fais ça. Les répartitions, c'est ça, ça, ça. Tout est écrit, tout est carré. Il y a pas de truc bizarre, tu vois. Donc ça, c'était une bonne opération. Et après, ouais, on a enchaîné. Tu vois, on en a fait plein parce qu'une fois que t'as le truc, tu fais le tour des banques. Et puis tu bombardes. Mais c'est vrai que c'est un métier et c'est un truc que j'ai un peu stoppé depuis que j'ai fait feed et depuis que je suis vraiment dans les startups. Pas parce que j'y crois pas, mais parce qu'en fait, ça demande du temps et il faut bien connaître. Et moi, j'aime bien avoir des bons coups. Si j'achète mal, j'ai l'impression, tu vois, de me faire un peu avoir. Donc, vu que là aujourd'hui, ouais, t'as l'impression d'avoir gâché le truc, quoi. Donc j'aime bien vraiment le faire cool à fond. Et là, dans les startups, je suis tellement connecté et au centre de l'écosystème
que forcément, je peux pas trouver de meilleur rendement que ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les dossiers dans lesquels on investit, on fait x10 en un an, quoi. Enfin, c'est un pur délire. C'est-à-dire que c'est des trucs très violents. C'est impossible à reproduire. Mais il faut faire en fonction de tes forces et de tes momentum. C'est-à-dire que là, je suis dans les startups. Ça se trouve, dans 2 ans, je serai plus dans les startups et je ferai un truc qui a rien à voir, tu vois. Mais là, dans les startups, je défonce les startups et vraiment, je veux être le meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux investir à Paris dans des marques ou du D2C business, bon, bah, tu sais qu'il faut me passer un coup de fil avant et ça me permet d'être, tu vois, connecté à tout ce qui se passe et de bien investir. Ouais, et d'ailleurs, le parallèle, investir en immobilier, investir en startup, alors ça a pas grand, enfin, t'investis, certes, alors ça a pas grand chose à voir. Effectivement, tu peux faire du x10, mais il faut repérer. Je pense que tu arrives à repérer, tu vois, les mecs qui ont la bonne idée. Toi, tu arrives assez tôt, tu arrives en seed très très tôt. J'arrive maintenant. On a fait un modèle où j'arrive avant que les boîtes soient créées. D'accord. Comme on a réussi à avoir un max de notoriété, les gens nous contactent en disant je veux créer cette boîte, est-ce que ça t'intéresse? Donc on rentre quasiment au nominal en co-founder et c'est là où vraiment il y a beaucoup d'argent à faire parce que quand tu rentres en levée de fonds, que les valos elles sont déjà à 5, 10 millions, pour faire x10, faut aller chercher 100 millions de valos. Ça, tout le monde ne les fait pas. Par contre, quand tu rentres à faire un x10 pour aller chercher 10 millions de valos, le feu de paille du début, quasiment toutes les startups, si t'as pas misé sur des gens bêtes, y arrivent. Et c'est là où tu peux faire des multiples intéressants, quoi. Ok. T'as des noms de boîtes ou des boîtes auxquelles tu penses là qui ont fait un bon démarrage là? Ouais, j'ai pu cofinancer. Je suis dans 40 boîtes, les boîtes connues du moment. Il y a Respire qui fait les déodorants avec Minuto, ça cartonne. C'est une ancienne de Dauphine, ça, je crois. Exactement, je crois qu'elle a fait Dauphine et HEC Montréal, si je dis pas de bêtises. Après, il y a les Miraculeux, c'est des gummies qui cartonnent aussi. Les petits bidons, c'est de la lessive responsable, c'est un carton. Bulk, pareil, on a investi l'année dernière, ça a déjà fait x10, c'est incroyable, c'est une machine à salade automatisée. Ah oui, t'es plus dans le produit que dans le service. Service, t'as pas trop. Service, assez peu. J'en ai fait 2-3. J'ai fait Zama, par exemple, où là c'est de la pure encryption, tu vois. C'est vraiment de la truc très compliqué. C'est de la vraie tech. Epidemics, où c'est du SaaS, des trucs comme ça. Mais vraiment, là où je m'éclate, Bling aussi en fintech qui marche très fort. Mais où je m'éclate, c'est quand il y a du produit derrière, parce que c'est là que je peux avoir un impact immédiat. C'est là que moi, je peux ouvrir les portes de Franprix, Monoprix, je peux trouver la bonne agence d'acquisition, le bon logisticien, lui expliquer comment il doit faire ci ou ça. Et c'est là que vraiment, au-delà de l'argent que j'apporte, il y a une expertise qui est intéressante et qui va bénéficier à la fois aux investisseurs, mais aussi aux entrepreneurs. Ok. Comment tu fais pour vivre parce que là, tu as presque différentes vies. Tu dors un peu? Ouais, très peu, très mal. Je prends beaucoup de mélatonine pour m'aider à dormir. D'ailleurs, je mange les Miraculeux et sans ça, vraiment, c'est ouf. Dès que je prends pas les Miraculeux et que j'ai pas 2-3 grammes de mélatonine ou milligrammes, ben, je dors pas. Donc, un peu relou, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai tout le temps la tête qui tourne, en fait. Donc, le pire, c'est le soir parce que je mets dans mon lit et c'est le moment où je reçois un peu moins de mails, un peu moins de notifications et tout. Et c'est là, du coup, que les bonnes idées arrivent. Et comme ça m'excite, ben, je dors plus, tu vois. Donc, c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux. Ça dépend de quel côté tu le prends. Ouais, complètement. Bah, je connais le problème. Moi, je dors bien. Je suis un gros dormeur, donc ça va. Mais c'est vrai que la vie d'entrepreneur, c'est pas une vie qui est, enfin, c'est une vie que t'as choisie, une vie qu'on a choisie. Elle est palpitante. C'est un truc qui s'arrête jamais, quoi. Là où ça s'arrêtera, c'est quand tu décideras de prendre ta retraite. Et encore, tu te feras chier parce que il faudra trouver d'autres choses. Bon, tu auras des startups avec le startup studio. Là, je peux dire qu'à mon avis, tu vas pas t'ennuyer, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand je repense un peu à l'immobilier, donc effectivement, j'imagine que un peu comme dans une startup, il y a eu des galères. J'aime bien partager les galères. C'est un bon. Ça se passe jamais bien dans l'immobilier. Alors, l'immobilier qui se passe très bien sans encombre, ça n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose. Et justement, c'est des défis à relever. Et puis c'est comme ça qu'on apprend également. T'as eu, j'imagine, des pépins de parcours. Ouais, bien sûr, on a eu plein de problèmes dans tous les cas. Il y a beaucoup d'apprentissage, quelle que soit la verticale que tu veux adresser. Et l'immobilier, il y en a aussi. On a eu, comme tout le monde, les locataires récalcitrants
qui utilise très bien le droit français, qui est vraiment en faveur des locataires pour squatter, pas payer, vraiment faire des trucs de ouf. Donc ça a été très compliqué. T'es toujours à la frontière d'hésiter à les faire sortir un peu de force, mais ça te retombe dessus. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre. On a eu les banques qui disaient oui à un prêt, puis finalement qui disaient non au dernier moment, alors que toi tu t'étais engagé sans forcément avoir les bons contrats avec toi. Du coup, t'as dû payer? Non, Là... on a réussi à trouver une banque sur ce coup-là, celui auquel je pense, in extremis, une banque qui nous a un peu sauvés. On a vraiment eu de la chance, on n'y croyait pas, c'était vraiment le dernier jour et ça s'est réglé tout seul, mais on aurait pu vraiment être dans la merde. Je fais toujours très attention à l'immobilier, c'est aussi pour ça que j'ai un peu calmé, comme je suis moins dedans et que j'ai pas envie de faire d'erreurs, à l'effet domino. C'est-à-dire que si tu vas trop vite et que tu prends trop de risques, une erreur peut faire tomber tout le reste parce qu'évidemment t'as des sûretés et s'il y en a un qui va mal, tout peut s'effondrer très vite. Donc je pense qu'il faut le faire de manière raisonnée. L'immobilier, c'est comme toute réussite, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas de magie, même dans les startups. Aujourd'hui, je dis on fait x10, mais c'est parce que ça fait 5 ans qu'on bosse dessus et qu'on a fait des trucs gratuitement pour aider les uns les autres, qu'on connaît bien le secteur, qu'on connaît les investisseurs, les entrepreneurs, les marchés, les acheteurs finaux. Si j'avais commencé à investir dès le début comme je fais aujourd'hui, j'aurais pris tôle sur tôle, c'est sûr et certain, parce que c'est pas une question d'intelligence ou de feeling, c'est juste en fait de la méthode, du réseau, une habitude. Donc il faut prendre le temps. Et ouais, on a eu pas mal de galères, hein, des associés qui font faux bons, qui font des trucs de merde, des mecs qui sont engagés à faire un truc et qui le font pas. C'est très compliqué. Et plus il y a de gens dans le deal, bah plus t'as de risques, parce que l'humain est un facteur de risque aggravant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire de l'immobilier, je le referais, mais seul, comme j'ai plus de puissance de frappe. Je pourrais vraiment faire des gros leviers, ou alors après faire via des family office. Moi, maintenant, j'ai un family office qui s'appelle Ivesta et qui a vraiment accès à des plans que moi j'ai pas, c'est-à-dire avec des fonds souverains, avec des trucs vraiment lourds où si tu investis pas des dizaines de millions, tu peux pas avoir ce plan. Mais comme on est plusieurs dans le family office, on peut réussir à rentrer dans des plans qui sont cool. Et ça, c'est bien parce que du coup, tu as des rendements que tu peux pas avoir si tu fais du résidentiel ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, et puis ça te permet aussi d'aller un peu à l'étranger. D'ailleurs, je crois que t'as peut-être déjà investi à l'étranger. Je fais en Turquie. J'ai bossé un peu en Turquie. J'avais des boîtes à Marbella à un moment, boîte de nuit. Donc c'est pas vraiment de l'immobilier, mais quand même des pas de porte. Et puis Turquie. Et après il y avait Erdogan qui était arrivé, enfin qui s'était un peu énervé dans le pays là. Et on s'est dit bon, c'est le moment de partir. Ils m'ont l'air un peu vénères les mecs. Donc Erdogan, je suis pas un grand fan. Donc du coup ouais, on avait stoppé. Mais attends, comment t'arrives à dire tiens je vais acheter une boîte de nuit à l'étranger? Je pense que la vie, c'est un enchaînement de rencontres. Je crois beaucoup. Ah oui, je suis d'accord. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour les boîtes de nuit, c'était des rencontres qui nous ont proposé des trucs. C'était un plan catastrophique qui s'est avéré vraiment pourri pour le coup. C'était un des pires coups que j'ai fait. Mais c'est pas grave, on a beaucoup appris. Et puis, tu l'avais vu, tu l'avais visité et tout? Ouais, non, même pas. Non, mais on était vraiment des débutants là. On était des jeunes. On débarquait. C'était le père d'un pote qui avait ça, qui nous dit c'est un bon coup. Il nous dit bon, vas-y, on y va, on achète. Le truc, il y avait rien qui allait. Il y avait pas un papier qui était en règle. C'était vraiment une misère. Mais c'est comme ça qu'on a appris, qu'on s'est dit bon, ben, il faut plus faire confiance aux gens. Donc ça, c'était pratique. Et puis après, la Turquie, c'était avec ma copine de l'époque qui était turque. Et donc, du coup, qui avait 2-3 contacts là-bas. Et c'était pratique d'utiliser son réseau. Et c'est un peu ce qu'on continue à faire aujourd'hui. J'ai plein de gens autour de moi et on s'utilise mutuellement, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos forces pour contrer nos faiblesses. Je suis intimement persuadé que on a tous des facilités sur certaines problématiques et ça sert à rien d'essayer de lutter. Moi, par exemple, je suis pas un mec qui adore faire du Excel. Bon, bah, ça sert à rien que j'essaie de me former sur Excel parce que je serai jamais un tueur sur Excel. Donc oui, je sais faire les basiques, merci, ça me suffit. Mais je vais pas me faire chier à faire, il me faudrait peut-être 6 mois de Excel pour avoir le niveau d'un mec qui aime ça et qui va y passer 2 semaines. Bon, ben, moi, je vais me concentrer sur les trucs où je suis bon, le marketing, la communication, le vrai business, et tu vois, en utilisant tes forces, et les forces d'un groupe, bah là, tu peux faire des trucs incroyables et c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Si
Bon, de toute façon, je pense que on a compris. Toi, ton succès, tu le dois, je pense t'as un très bon côté commercial, t'es un très bon marketeur, et surtout fédérer les gens. Puis de toute façon, c'est les valeurs de Feed qui sont écrites derrière toi, c'est des valeurs qui fédèrent beaucoup. J'ai même entendu parler que quand tu recrutes quelqu'un chez Feed, limite t'en as rien à foutre de ce qu'il a fait avant. C'est ce qui t'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a au fond de lui, quoi. Exactement, on recrute pas sur CV, on recrute sur la passion. Évidemment, il faut quand même qu'il y ait des skills, un minimum pour que ça soit cohérent. Ouais. Mais ça nous arrivait de recruter sans skills parfois, juste parce que la personne était motivée et que on sentait qu'il y avait une énergie positive. On va vraiment se baser sur l'avenir et sur ce que tu es capable de faire, et on mise beaucoup sur la courbe d'apprentissage. Donc, on veut parier sur des gens intelligents qui vont être capables d'évoluer très vite et de travailler très fort. Parce qu'il n'y a pas de secret, tu vois, dans les startups, on veut souvent te faire croire que tu peux jouer au ping-pong toute la journée. Et si tu as envie de partir à 17h, pars à 17h, parce que faut pas faire du présentéisme. Même si tu bosses 2 heures dans la journée, si tu bosses bien, ça suffit. Pour moi, tout ça, c'est des conneries. Il faut travailler dur. Je dis pas qu'il faut faire 6 heures du matin, 22 heures, hein, loin de là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il n'y a pas de secret. Si tu veux être bon, il faut bosser. Donc, on cherche des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de s'investir non pas dans une entreprise pour avoir un salaire, mais pour vivre une aventure incroyable. Et c'est pour ça qu'on leur donne tous 4 ans de salaire en equity, donc en BSPCE. Donc, ils ont des parts de la société. Et ouais, on va chercher des gens qui sont passionnés, qui ont envie de se battre et qui sont fédérés. Et c'est hyper intéressant le terme, parce que c'est vraiment comme ça que je m'en suis sorti à chaque fois. J'ai fédéré des gens autour de moi, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les startups. Quand je lève des fonds, je fédère. Et c'est cette capacité à créer du lien entre les gens qui fait que les aventures prennent vie et fonctionnent. Ok. Et alors au début de Feed, je crois que vous avez fait l'équivalent de 3-4 années de taf en même pas un an pour lancer les premiers produits. Que je crois que t'as commencé sur Insta, le truc il était même pas fini, enfin t'étais pressé, quoi. Ouais, moi j'aime aller vite. Déterminé. Ouais, il faut aller vite et il faut pas trop attendre. Il y a trop de gens qui réfléchissent à avoir le produit parfait. Moi, je dis souvent que si t'as pas honte de ton produit quand tu le sors, c'est que t'as trop attendu. Il faut vraiment itérer en live. C'est-à-dire que tu fais un produit, tu le testes. Il va pas, tu le fais améliorer, hop, tu le fais retester. Il y a encore une petite amélioration, tu le refais. Et j'aime les ping-pong. J'aime quand ça va vite. Le problème des grands groupes ou des investisseurs classiques, c'est qu'ils aiment quand tout est bien formé sur BPE, qu'il n'y a plus qu'à dérouler, sauf que tu mets 10 ans pour faire un truc. Nous, Feed, on a eu plein d'échecs, plein de produits qui n'ont pas marché, mais maintenant, on a des super produits, et ceux qui étaient au début sont vraiment pas terribles. On savait qu'ils n'étaient pas très bons, mais on a tellement amélioré la R&D que maintenant, on a des super produits qui sont à la fois bons, pratiques, équilibrés. Mais ouais, mais parce qu'on a pris le risque d'échouer au début. On a pris le risque de vendre des produits qui n'étaient pas très bons, mais au moins, on a pu itérer rapidement et c'est comme ça qu'on a réussi. Ok. La jeunesse de Feed, comment tu t'es dit, tiens, je vais faire des repas différents. Alors, je connais, je crois que tu as déjà expliqué que effectivement, t'avais pas le temps de bouffer parce que tu faisais plein de trucs, etc., etc. Mais tu t'es dit, bon, je sais pas, t'aurais pu faire des sandwichs, quoi, tu vois, j'en sais rien, Mais c'est autre chose, quoi. J'étais à l'étranger, je prenais beaucoup l'avion et tout, et je sentais que je perdais du poids parce que je mangeais mal. Dès que ma copine n'était pas là, j'avais la flemme de faire à manger et tout, j'étais vraiment nul pour ça. Et toi, la bouffe, ça te passionne pas? Enfin, la bouffe en tant que telle, un bon resto, ça te manque pas, là? J'adore bien manger, tu vois, j'adore le resto avec mes potes, mais ce que je veux dire, c'est que je fais toujours un ratio temps passé, bénéfice. Et en fait, pour avoir un bon bénéfice, il faut adorer aller faire ses courses, cuisiner pendant 1 heure, faire la vaisselle, ranger la cuisine après. Ça, en fait, ça me saoule. Donc, j'adore quand c'est prêt et que je peux l'acheter, que je peux le manger et que c'est prêt, ça me va. Mais par contre, faire tout en amont ne m'excite pas du tout. Et alors, je critique pas parce que chaque fois que je dis ça, les gens s'offusquent, tu sais, parce qu'on est en France, ils disent, mais. Ouais, on aime trop manger, quoi. Ouais, comment tu peux ne pas aimer éplucher tes patates et tout? Enfin, j'en sais rien. Moi, c'est un truc, je le dis, je suis honnête, ça m'excite pas, ça me saoule. Maintenant, je dis pas que tout le monde doit le faire. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais j'avais envie d'avoir une solution pratique et c'est pour ça que j'ai mis tous les besoins d'un humain normal dans une barre Feed et ça te permet d'avoir aucune carence. Tu manges ça et c'est comme si tu avais fait un repas. Donc, il faut pas le manger tous les jours. L'objectif, c'est pas de dire tu manges que du Feed. Mais par contre, quand tu es pressé et que t'as pas le temps et que tu vois, t'as pas envie d'aller faire la queue pour payer une formule salade à 15 € ou que t'as la flemme d'aller faire tes courses, de cuisiner un truc parce que t'as une grosse journée,
tu prends une barre et c'est hyper pratique, que ce soit pour ton repas ou pour ton snacking ou pour ton petit-déj, qui est un moment qu'on saute plus ou moins. Les chiffres sont assez importants en France. Il y a beaucoup de gens qui sautent le petit-déj parce qu'ils n'ont pas le temps, qui se lèvent au dernier moment. Bon, là, tu prends un sachet de feed, une barre et puis c'est réglé. Ouais, ça coûte combien un feed? Enfin, une barre? 2,50. Les snackings, c'est 1 euro. Pour les petites portions, les petits snackings, c'est 1 euro. Et pour le repas, c'est entre 2,50, 2,50 et 4 euros. Ouais, je fais le parallèle avec le côté international. Parce que indirectement, feed, je crois que t'avais parlé à ce sujet-là. Tu peux, on va dire, c'est pas cher. Enfin, c'est pas un repas qui coûte cher, c'est un repas complet, mais tu peux répondre à une problématique. Alors peut-être j'exagère un peu et peut-être pas, je sais pas, problématique de la faim dans le monde, parce que aujourd'hui, enfin il y a des gens encore aujourd'hui qui mangent pas à leur faim. Et je crois que ça faisait partie de ton ambition de dire voilà, aujourd'hui je peux potentiellement faire vivre ou faire manger à leur faim certaines personnes. Ouais, c'est super intéressant et c'est un combat qui nous parle évidemment. Au début, on voulait lancer un système qu'on appelle BOGO, Buy One, Give One. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achetait un feed, il en reversait un. Mais il faut qu'on fasse des énormes volumes pour que ce soit viable. Donc, quand on vendra des centaines de millions de repas, tu vois, c'est un truc qu'on pourra faire et je pense que c'est intéressant. Là, on essaie de se concentrer sur la France parce qu'on réalise que c'est un marché qui est déjà assez gros, même si c'est pas le plus intuitif. Tu vois, aux États-Unis, en Angleterre, il y a beaucoup plus de facilité à aller vers des produits smart food parce que c'est tellement dégueulasse ce qu'ils mangent que c'est limite meilleur que leur plat. Nous, en France, on a la chance d'avoir des bons restos, de la bonne bouffe. Donc, vraiment, on n'était pas le marché idéal, mais il y a déjà quand même beaucoup de consommateurs qui nous consomment régulièrement et ça nous permet de créer vraiment un portefeuille qui est vaste et on essaie d'adresser tous les besoins, que ce soit du matin jusqu'au soir, en adaptant les produits. Donc, c'est super excitant et on a plein de sujets, de projets dans le pipe dont on pourra parler dans quelques semaines, quelques mois. Ok. Je dis, voilà, tu es un fin marketeur. On en parle de Clubhouse ou le préempteur de Clubhouse? Ouais, Clubhouse, c'est intéressant. Je pense qu'on vient de vivre un truc assez intéressant et assez fort. C'est la naissance d'un nouveau réseau social qui pourrait exploser. On a connu une croissance exponentielle dans les premières semaines. C'était fou. On a gagné, nous, 40 000 abonnés entre mon compte, celui de Feed, le Feed Club. Je crois que tiens, t'avais 20 000, enfin, un truc comme ça. Enfin, ouais, ça, peut-être je suis peut-être, ouais. 24 000 en même pas un mois. Et on a vraiment essayé de se concentrer dessus. On a fait du bon contenu. Et il y a eu une baisse de l'attraction très forte au bout de quelques semaines parce qu'ils ont changé l'algorithme et ils ont tué leur traction. Donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, on voit que toute croissance trop rapide n'est pas saine. Et du coup, là, on va voir s'ils sont capables de se réinventer. Là, pour le moment, c'est complètement mort. On va suivre dans les prochaines semaines s'ils arrivent à rebondir, à reproposer quelque chose. Là, ils sont dans le mal, ils sont dans la souffrance, mais c'est ce que vivent toutes les startups. Nous, il y a des moments très compliqués chez Feed et puis des moments où on marche sur l'eau. Et ce qu'il faut, c'est réussir à être passionné tout le temps. C'est-à-dire que être passionné quand tout le monde t'appelle et que tu fais des émissions de télé, des trucs, c'est facile parce que c'est trop cool. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à être passionné quand plus personne ne croit en toi. Et ça nous est arrivé il y a quelque temps. Parce que quand tu lèves beaucoup d'argent, tout le monde s'attend à ce que tu fasses des chiffres exceptionnels. Et dès que tu as des chiffres un peu moins bons, ouais, tu vois de suite le visage des gens. Tu vois, les investisseurs qui étaient gentils avec toi commencent à faire la gueule. Ils sont un peu moins sympas. Ils t'invitent un peu moins. Et puis après, ils t'engueulent carrément en disant « Mais je t'avais dit que t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. » Enfin, c'est toujours drôle. Les gens, pareil, qui avaient ton numéro de téléphone pour que tu les arranges et que tu ailles dans telle émission, tel truc, t'appellent un peu moins. Et puis après, là, tu vois, quand il y a... qui veut être mon associé, qui débarque et qui dit qu'on va être dedans. Et là, les mêmes personnes se remettent à m'appeler, tu vois. Et donc, en fait, il faut rester très humble et très objectif sur les situations, pas s'emballer. Et c'est une sorte de mix. Il y a souvent des gens qui disent l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'un marathon, c'est toujours la même vitesse. Alors qu'en fait, une start-up, c'est plutôt une sorte de fractionné. Ça va être très long et en ce sens, effectivement, c'est une sorte de marathon parce que ça va durer des années et des années. Mais en même temps, c'est un marathon avec des gros sprints où tu dois parfois accélérer très fort et ensuite être capable de freiner et de reprendre un petit rythme
en attendant la prochaine vague. Donc c'est vraiment une sorte de fractionné et il faut rester la tête sur les épaules. Ouais, et parce qu'au début, je crois, tu as connu comment d'ailleurs le Clubhouse t'as vu le truc arriver, tu dis oh putain ce truc là je le sens bien, c'est le futur le futur du podcast, le futur de la communication directe. C'est vrai que c'est ouf de se dire que tu peux communiquer directement avec en tout cas les personnes qui partagent tes valeurs ou potentiellement qui sont inspirées par tes valeurs. Tu l'as vécu comment ce truc là? Je suis sûr que ça arrive en une journée, tu dis ça y est, faut faire ça. Ouais, ça a été hyper rapide. Moi je le suivais depuis un moment aux US. Je le regardais arriver, je voyais gonfler. Et à un moment, je me suis dit, putain, ça arrive en France, faut sauter dessus, faut préempter le truc. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Et on avait déployé des moyens, on avait recruté des journalistes, etc. Donc, tu vois, de suite, ça a accéléré. Et ce que j'adorais dans cette application, c'est que ça donnait la parole au peuple. Et ça donnait la parole aux gens qui ne l'avaient pas. Ce que j'aimais, c'est l'immédiateté. Ce que j'aime toujours, même si ça a un peu de mal là, mais c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que tu prends la parole et tu peux parler avec Xavier Niel qui est dans une room, ou avec Mark Zuckerberg, ou avec qui tu veux. Et il y a plus de filtre et c'est plus préparé par des RP managers qui vont te dire ce que tu dois dire. Tu dis le fond de ta pensée. Et donc pour les CEO qui sont authentiques, comme ceux des startups la plupart du temps, c'était du pain béni parce qu'on a l'habitude d'être sans filtre. Et du coup, on pouvait parler avec l'auditoire sans être interrompu par je sais pas qui. Donc dommage que ça ait pas fonctionné aussi bien que prévu. Encore une fois, il y a plein de réseaux sociaux qui ont fait des vagues et peut-être qu'il y aura une nouvelle vague positive et on manquera pas de la surfer si c'est le cas. Ouais, je crois que là ils vont remettre d'ailleurs parce que c'était que sur iOS, du coup. Ouais, ils veulent ouvrir Android là. Ouais, en ouvrant avec sur Android, je pense que ça va rebondir et aller de l'avant. Et du coup. Effectivement, tu l'as évoqué, qui veut être mon associé, tu dis voilà, pareil, c'est un coup de fil, allô Anthony, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais, c'est quelque chose qui est super naturel parce qu'encore une fois, ça vient s'inscrire dans un parcours de vie. Moi, je fais de l'investissement depuis 4-5 ans et j'imagine que ça s'est su. Nous, on regardait, on suivait cette émission de près parce que naturellement, on trouvait qu'elle n'était pas assez représentative de ce qu'était l'écosystème. La moyenne d'âge, c'était 60 ans sur la saison 1. Donc, si tu veux, c'était pas représentatif de ce que nous, on vivait. Et ça a été un fit immédiat quand on a parlé avec la production, dans le sens où les valeurs que nous, on portait, à savoir la diversité, avoir des profils différents, qui viennent d'en bas, qui n'ont pas fait les grandes écoles, qui sont en train de réussir, ça leur a parlé. Et il y a eu un match vraiment très rapide. Et je pense que cette saison 2 qu'on est en train de tourner là va être super efficace et dynamique. Tu vois, on a vraiment... Non, mais attends parce que là, on n'a pas l'image. Moi, je sais que tu as déjà des choses... Enfin, tu peux rien dire. Je pense que tu peux pas dire grand-chose. Non, je peux pas en parler. T'as investi? J'ai investi, ouais, ça je peux le dire. J'ai déjà investi dans des projets. Et ouais, ça se passe bien, c'est très cool. Et l'équipe est sympa, tu vois, que ce soit la production, les invests, les entrepreneurs, tout le monde est aligné. C'est pas en fait, ce que j'adore dans cette émission, c'est que c'est pas des gens qui viennent essayer de lever de l'argent, que tu vois. C'est des gens qui viennent se battre pour leur liberté. C'est des gens qui viennent changer leur destin. C'est-à-dire que s'ils repartent avec les 500 000 euros qu'ils demandent, leur vie peut changer. Et les missions américaines qui existent depuis 12 ou 13 ans, elle a généré des dizaines et des dizaines de millionnaires, des dizaines et des dizaines de succès, des entreprises qui ont fait des centaines de millions de ventes. Enfin, vraiment, aux US, il y a eu des succès incroyables. Et ce serait top qu'en France, on arrive à remettre cette énergie et montrer aux gens qu'en fait, ils ont leur destin entre les mains et que c'est pas en se plaignant depuis leur canapé en disant le monde est méchant, la France c'est de la merde, les politiques sont des connards, qui vont y arriver, mais plutôt en disant bah écoute, moi aussi je vais monter un projet et j'ai cette possibilité de passer devant ces investisseurs et s'ils croient en moi, qu'ils croient dans mon aventure, ben ma vie va changer. Et donc tout le monde s'identifie à cette émission et tout le monde peut se reconnaître et s'inspirer de ce qui se passe. Donc on espère que ça va cartonner. Ok. Anthony, si on se revoyait d'ici, bon, j'espère qu'on se verra avant, mais d'ici 5 ans, tu te vois où? J'espère que Feed sera devenu un écosystème à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on ira plus loin que la simple nutrition. On veut vraiment porter un message global d'espoir et de motivation
à la plupart des jeunes. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire avec la fondation Feedback, dans laquelle on reverse 1% de notre chiffre d'affaires chaque année pour aller aider des profils qui sont défavorisés, soit par le handicap, soit par leur origine sociale, soit parce qu'ils sont étrangers, immigrés, peu importe, avec des parents violents. Et on va aider ces jeunes à rêver grand et à atteindre des rêves quasiment impossibles. Et c'est ça qui nous excite, et on veut que Feed, ça aille plus loin que la simple nutrition. Ce soit pas que de la nutrition physique, mais aussi une nutrition de l'esprit, tu vois, qu'on nourrisse les âmes, les cerveaux, et qu'on puisse motiver des jeunes à se dépasser et à croire en eux. Ok. T'as le Feedback, donc ça existe depuis un petit moment. Tu l'as lancé quand, ce truc-là? Feedback, ça fait 2 ans qu'on l'a, et ça cartonne. On a vraiment accompagné des super projets, et encore une fois, c'est intéressant à la fois pour les jeunes, aussi pour la marque, parce que ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait, et dernièrement intéressant pour moi, parce que tu vois, ça me rappelle qu'il y a des jeunes qui souffrent, qui ont aussi des parcours de vie difficiles comme le mien, et qu'ils ont la dalle et qu'ils arrivent pour me dépasser, tu vois. Donc c'est aussi une forme d'humilité, de se remettre en question toujours et de se dire, n'oublie pas d'où tu viens, tu seras jamais un bourgeois, même si aujourd'hui j'ai de l'argent comme les bourgeois, j'en serai jamais un, je serai toujours un ancien pauvre. Tu vois, genre quand t'as été pauvre, tu deviens jamais vraiment riche. T'es riche mais sans l'être, t'es un ancien pauvre, t'es pas un nouveau riche. Donc c'est super intéressant, et Feedback me permet de me le rappeler. Ok, t'as un profil qui te vient en tête avec un projet. T'es le mec, il avait un rêve et t'avais envie de dire, écoute, j'ai envie que ça devienne réalité pour toi, et l'aider pas pour le materner. Je pense que c'est pas l'idée. Tu t'es pas là pour materner, mais t'es là pour qu'il se donne les moyens lui-même de réussir. Ouais, il y en a plein, et un qui me vient comme ça, c'est Axel Alétru. Et clairement, tu le dis, on n'est pas là pour les materner. Au contraire, on est là pour les secouer. Limite pour être très dur. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas de la posture quand je suis dur. J'ai la légitimité, la crédibilité pour le faire, parce que moi aussi, j'ai une histoire compliquée. J'ai pas de famille, etc. J'étais à la rue. Donc, en fait, je vais pas faire de pathos. Et quelqu'un qui me dit, oui, j'ai pas de famille, je vais dire, ok, ouais, ben moi non plus, tu vois. Donc, quel est ton projet, en fait? Parle-moi de ton aventure. Et Axel, c'est un exemple incroyable. Il était champion du monde de motocross. Et pendant une course en Lettonie, je crois, ou en Estonie, je sais plus, enfin un pays un peu comme ça, il se pète la colonne vertébrale sur une mauvaise chute, et les médecins lui disent, bon ben paraplégique, à vie tu pourras plus marcher, c'est terminé, n'est plus d'espoir, un truc est pété à l'intérieur, c'est foutu. Et lui, je sais pas pourquoi, il se dit, moi je veux remarcher et je vais y arriver. Et pendant que les autres sont allongés sur leur lit, lui s'entraîne pour essayer de récupérer le contrôle de ses pieds, de ses orteils. Petit à petit, il fait 3 fois plus de kiné que les autres. Il se blesse, il retombe, il se repète le truc. Enfin, il n'abandonne jamais. Et petit à petit, il arrive même à se créer des sortes d'attelles qui compensent le fait qu'il ait plus de muscles dans les jambes. Et il se crée lui-même, alors qu'il n'est pas ingénieur, des attelles qui lui permettent d'avoir de la stabilité. Et il finit par réussir à marcher. Et il vient nous voir un jour dans les bureaux. Et il dit, moi j'ai un rêve, mais tout le monde me prend pour un fou. J'aimerais participer au Paris-Dakar, et j'aimerais que vous m'accompagniez. Et donc là, on a essayé de faire jouer des trucs, on l'a soutenu, on l'a aidé au max. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a participé. Donc il avait une voiture spéciale avec une seule pédale, enfin un truc complètement fait sur mesure. Ouais. Et il a participé, mais il a gagné, pas contre les handicapés. Contre d'accord. Et c'est ça qui est énorme, en fait, c'est que alors que les médecins me disaient ta vie est terminée, le mec gagne le Paris-Dakar contre les valides. Et je pense que c'est le parfait exemple de la résilience, l'ambition, et d'accepter ton destin, tu vois. Même si ça se passe pas toujours comme tu veux, moi peut-être qu'il va m'arriver des problèmes, peut-être que bah ouais, mais c'est pas grave, je ferai avec et je vais réussir à accepter le passé pour aller vers l'avant et l'avenir, et c'est ce qu'on essaie de communiquer au quotidien avec la fondation. Ok, cool, parfait. On a parlé d'immobilier, mais pas que. Bon, après on est tous les deux entrepreneurs, donc c'est vrai qu'on a envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Le temps est compté. Cette question que j'aime bien poser, que j'ai posée à Julien Madar, en général ça sèche un peu, mais je suis sûr que tu vas trouver. Vu que tu as beaucoup de connaissances, maintenant que tu es passé sur Club Deal, est-ce que à ton tour tu aimerais entendre quelqu'un sur le podcast qui nous parlerait d'immobilier, d'investissement, et j'ai bien aimé cet épisode, et pourquoi pas même d'entrepreneuriat, tu vois, un mec qui a envie de changer sa propre vie et potentiellement la vie des autres. Ouais, j'en ai un qui me vient comme ça, qui est très entrepreneur, vision, et je trouve que son combat est super noble.
c'est Cyril de Les Petits Bidons, parce qu'en fait, il mène un combat qui est pas facile et il fait aussi de l'investissement off, mais il mène un combat qui est ouf. Et je sais pas si tu le sais, mais en France, si tu manges n'importe quoi, tu as une étiquette nutritionnelle qui est très claire. Si tu te mets une crème sur la tronche, tu as une étiquette nutritionnelle qui est très claire. C'est obligé de tout marquer. Et la lessive, en France, il y a un lobbying énorme des grands groupes qui leur permet de ne pas mettre les ingrédients au complet. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs te disent pas, mais ils mettent du pétrole, des trucs atroces dans ta formule. Et ce qui fait que quand tu portes des vêtements pendant plus de 12 heures par jour, ça te ruine la peau et ça a des impacts hyper nocifs sur ta santé. Et ils mènent un combat qui est pas facile et je le suis moi depuis 2-3 ans et je vois les murs qui se prend, tu vois, des lobbies. Et je pense que c'est une histoire à raconter parce que dans cette société qui prône la transparence, qui prône, tu vois, le changement, c'est quand même vachement drôle de voir les deux sons de cloche, quoi, tu vois, le côté bienveillant et puis à côté de ça, dans les faits, ce genre d'aberration, quoi, où tu veux pas mettre une étiquette parce que tu remplis tes produits de pétrole sans le dire. Et en plus de ça, il est dans les startups, entrepreneur, je sais qu'il est dans l'immobilier, donc ça peut être un mec intéressant. Cool. Bah écoute, avec grand plaisir pour partager ses coordonnées. En tout cas, merci beaucoup Anthony, c'était top. Tu vois, c'est conversationnel et j'ai aimé discuter avec toi. Moi aussi, pareil, franchement, c'était un super moment. Bravo pour tout ce que tu fais et bon courage à tous ceux qui nous écoutent. Ne baissez pas les bras et croyez en vous, dans vos rêves. Vous êtes le seul à savoir ce qui est fait pour vous. Donc, n'écoutez pas ni vos parents, ni les professeurs, ni les amis. Écoutez ce que vous avez au fond de vous et c'est ça qui vous permettra d'être épanoui et de réussir ce que vous entreprenez. Top. Bah écoute, merci beaucoup Anthony. Puis du coup, je te dis à très bientôt, en vrai certainement. À bientôt. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.